Alors, nous avons évoqué le choix de société que représentait le revenu de base, puis nous avons essayé d'en définir les contours. Notre troisième et dernière table ronde est consacrée aux jeunes, parce que finalement, on a tous été considérablement marqués par ces files d'attente devant la soupe populaire de tous ces jeunes qui n'avaient pas de quoi se nourrir pendant cette crise économique générée par la crise sanitaire. Et c'est là où beaucoup se sont dit, si un revenu de base avait été en place, est-ce que on aurait pu éviter de voir ces images d'un autre temps? Alors, ce débat réunit Martin Hirsch, directeur de la PHP, ancien ministre, à l'origine du RSA, le revenu de solidarité active, et favorable à un RSA jeune, vous allez nous l'expliquer. Il réunit aussi Anne Muxel, sociologue et politologue, directrice de recherche au CNRS et au CEVIPOF, et enfin Pierre Ducrozet, écrivain, voyageur, si j'en crois votre dernier roman. Alors, Martin Hirsch, vous dites que le revenu universel ne permet pas de répondre aux besoins de formation et d'emploi. C'est assez intéressant parce que vous êtes d'accord sur la base, si je puis dire, mais vous pensez qu'il manque quand même ce volet formation et emploi qui permet aux jeunes de rentrer dans la vie active et qu'il faudrait donc une contrepartie à ce revenu de base. C'est bien ce que j'ai compris dans votre propos. Oui, c'est à peu près ça. Sur le débat, il ne faut pas oublier que les jeunes ont été, par une sorte de consensus inactif, exclus du revenu minimum en France depuis 1988. Ils étaient exclus du RMI. Ils n'ont pas été intégrés dans le RSA 20 ans après. Et aujourd'hui, ils sont effectivement, pour une grande partie d'entre eux, sans rien. Alors, penser que parce qu'on a moins de 25 ans, on a moins besoin de manger, de se loger et de se déplacer que quand on a 26 ans, n'a pas de sens. Donc, laisser une catégorie de la population sans revenu est problématique. Je fais juste une petite incise pour dire que l'une des raisons pour lesquelles on tourne souvent autour du pot à cause des jeunes, c'est que les jeunes ont souvent comme caractéristique d'être très différents dans leurs attaches familiales. C'est-à-dire qu'on ne sait pas différencier un jeune qui habite chez ses parents riches d'un jeune qui soit n'a pas de rapport avec ses parents, soit n'a pas de parents du tout riches. Et ça posait un problème depuis longtemps de peur de donner de l'argent à des enfants qui font faire des économies à leurs parents cadres, par exemple. Je ferme la parenthèse. Quand on voit la problématique des jeunes, il y a la problématique de la soupe populaire que vous avez vue, ou plus clairement d'un certain nombre de jeunes effectivement sans revenus. Et puis, il y a deux problématiques en France. Le taux de chômage des jeunes est très élevé, il est plus élevé que le reste de la population. Et puis, l'accès à la formation et l'accès au diplôme est considérablement inégalitaire. Considérablement inégalitaire, puisque quand on regarde cette statistique effrayante, quand vos parents sont diplômés de l'enseignement supérieur, vous avez 3 chances sur 4 d'être vous-même diplômé de l'enseignement supérieur. Si vos parents ne sont pas diplômés de l'enseignement supérieur, vous avez moins d'une chance sur 5 d'avoir un diplôme qui, du coup, va vous aider pour la suite. Et donc, le raisonnement que j'essaie de faire, c'est de dire, si on se contente de donner un revenu entre 18 et 25 ans, on risque de maintenir une population avec peu d'accès à la vie active et pas suffisamment diplômée. Et on risque de mettre toutes ces ressources sur ce revenu et d'avoir concentré tellement d'efforts pour faire cela, parce qu'on parle de plusieurs milliards qu'on n'arrive pas à mettre aujourd'hui sur les bourses ou sur d'autres dispositifs, qu'on risque de peut-être soulager un peu pendant quelques années et de maintenir dans la pauvreté pendant de longues années. Quand on s'était penché sur la jeunesse il y a quelques années, ce qui a conduit à rajouter un mois de bourse en plus, puisqu'il n'y avait pas de mois de bourse pendant le mois de septembre, de faire créer le service civique, de mettre en place un certain nombre de choses, on avait cherché le pays qui avait le mieux réussi, c'était le Danemark, et le Danemark a réussi à la fois réduire considérablement le chômage des jeunes et la pauvreté des jeunes, en mettant un revenu conditionné. C'est-à-dire, pour être très brutal, il y a une garantie de revenu pendant qu'on est jeune, mais pas de revenu si on n'accepte pas les emplois proposés ou si on ne s'inscrit pas dans un parcours de formation qu'on peut choisir, mais si on les refuse tous, on se coupe de la garantie de revenu. Et ça vous paraît bien? Ça vous paraît un bon projet? Je pense, alors peut-être que c'est parce que je suis vieux et qu'on dira que je suis réac,
Mais je pense qu'on peut avoir plus d'exigences et qu'il est plus bienveillant d'avoir plus d'exigences vis-à-vis des jeunes que vis-à-vis de quelqu'un de 48 ans qui est ancré dans son territoire, qui a un métier depuis 20 ans, qui a une charge familiale, qui ne peut pas changer d'endroit où il vit, qui est difficile de changer de travail, de changer de cadre, et pour lesquels les mutations ne peuvent pas être imposées. En revanche, dire qu'à un jeune, euh, 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 on peut être effectivement plus exigeant, me paraît utile. Et ce faisant, on est du coup aussi plus exigeant vis-à-vis des employeurs. L'un des problèmes de ce taux de chômage très élevé chez les jeunes en France, c'est que les employeurs se concentrent sur la population active la plus productive. Donc ils écartent les jeunes, ils écartent les vieux. Et si on leur dit les jeunes auront un revenu de base et donc c'est l'État qui s'en occupe, je ne pense pas qu'ils fassent plus d'efforts sur l'emploi des jeunes. Donc c'est pour ça que je remets ça dans un contexte emploi, formation, et je rajouterai engagement. Je trouve normal que s'il y a un revenu garanti entre 18 et 25 ans, on en profite pour faire son service civique et qu'on ne refuse pas ce type d'engagement, et qui permettent, à mon avis, d'aider davantage les jeunes pour la suite que si on mettait un seul revenu, et de jamais abandonner le fait qu'on a des inégalités et des moyens à faire pour réduire les inégalités d'accès aux études supérieures, et peut-être des dispositifs coûteux à mettre en place pour accélérer l'intégration dans la vie active. Dans les rencontres précédentes, certains disaient que le RSA, qui était une bonne idée, mais qui était très complexe, qu'il y a beaucoup de dossiers, de procédures administratives à mettre en œuvre, et du coup, ce qui explique qu'une bonne partie, beaucoup de ceux qui pourraient y avoir droit, ne font pas les démarches. Alors qu'un revenu de base permettrait justement d'éviter ces contraintes. Qu'est-ce que vous en pensez ? J'en pense qu'ils ont raison de dire qu'il y a du non-recours au RSA à cause des conditions d'accès. Il se trouve que ces conditions d'accès ont été mises en place en 2008 par un gouvernement qui pensait que tout le monde allait se ruer sur le RSA, et la hantise, c'était le sur-recours au RSA. Donc il y a un certain nombre de dispositions qui sont dedans. Je remarque que quand les gouvernements ont enlevé véritablement ces conditions, elles sont faciles à enlever. Il n'y a pas besoin de passer par l'énorme bouleversement du revenu universel pour pouvoir simplifier les conditions d'accès au RSA. Merci beaucoup Martin Hirsch. Anne Muxel, on va rentrer dans le dur plutôt de la politique. On a beaucoup, on est nombreux à avoir été marqués par ces sondages qui nous ont montré récemment que beaucoup de jeunes étaient tentés par le Rassemblement national. Est-ce que la précarité peut influer justement sur le devenir politique de ces jeunes, enfin sur leur aspiration à rejoindre tel ou tel parti. Est-ce que vous pensez que c'est justement aussi contre ça qu'il faut lutter, c'est-à-dire de donner aux jeunes la possibilité de s'insérer plus facilement dans la société pour éviter qu'ils rejoignent à un moment ou à un autre les extrêmes ? Ce qui est sûr, c'est que les conditions d'insertion sociale et professionnelle dans notre pays ne sont pas faciles pour les jeunes comparées à d'autres pays. Martin Hirsch l'a tout à fait rappelé, les questions de chômage, les questions de formation, la question des inégalités scolaires qui s'est encore creusée. Beaucoup de points, effectivement, rendent le parcours d'entrée des jeunes dans la vie sociale adulte ou préadulte même, qui suppose l'accès à une certaine autonomie financière, mais aussi une autonomie en termes de lieu de vie, de résidence, d'indépendance par rapport à sa famille, à ses parents. Et surtout une reconnaissance de la part de la société, c'est-à-dire obtenir un travail à la hauteur de ses qualifications. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui évidemment touche au premier chef des jeunes peu ou pas diplômés, peu qualifiés, mais ça touche aussi les plus diplômés, hein. Il y a aussi des jeunes qui ont tout un parcours de longues études supérieures et qui vont de stage en stage et qui ont du mal aussi à s'insérer sur le marché du travail à la hauteur de leurs qualifications dans de bonnes conditions. Donc on est une société
en France où finalement la jeunesse souffre d'un problème de reconnaissance d'un ensemble d'acteurs à tous les niveaux, hein, les acteurs politiques, mais aussi les entreprises. Plus Voilà, plus qu'ailleurs en Europe? Plus alors qu'ailleurs en Europe? oui, probablement, plus qu'ailleurs en Europe. Je pense que vraiment la question de la reconnaissance de l'utilité sociale de la jeunesse dans notre pays est vraiment une faille dans de nombreux secteurs de la société. On ne fait pas assez confiance d'une façon générale à la jeunesse. On ne reconnaît pas assez son utilité sociale. Alors dans ce contexte, pour répondre à votre question, bien sûr que des forces politiques qui activent des ressorts populistes, qui sollicitent les ressorts de la protestation, du mécontentement, eh bien, évidemment, peuvent représenter une certaine attractivité pour des jeunes qui sont un peu en manque de, voilà, en manque de repères et aussi qui se sentent un peu laissés pour compte. Parce qu'au fond, les alternances politiques que nous avons eues, bien sûr, la gauche, la droite, successivement au pouvoir, des mesures prises par les gouvernements qui certaines étaient évidemment tout à fait bonnes, mais malgré tout, les choses n'ont pas sur le fond changé. Depuis très longtemps maintenant, les jeunes savent que ce parcours d'entrée dans la vie sociale adulte dans notre pays est un parcours d'obstacles. Et la crise sanitaire vient se rajouter encore à cela. Ils ont évidemment, les jeunes ont dû vivre une vie complètement à contre-emploi de ce qu'est la vie normalement de la jeunesse, qui suppose l'ouverture, des rencontres, la convivialité, une possibilité de se former, mais aussi de travailler. Beaucoup de jeunes ont perdu leur petit boulot ou leurs emplois bien souvent précaires, parce qu'il y a beaucoup d'emplois précaires dans ces années-là. Et donc, évidemment, donc il y a une crise qui est venue se surajouter à d'autres crises, hein, la crise aussi du rapport à la politique. Et donc, ce sont des jeunes qui sont effectivement confrontés à ces multicrises. Et ces multicrises peuvent déboucher sur plusieurs types de réponses en matière politique, soit le retrait, l'indifférence, l'apathie, hein, qui débouche sur une situation d'anomie. On se retire de la société, on se retire du monde, et en tout cas tel qu'il est proposé et tel que les politiques, au travers de l'offre électorale ou partisane, la proposent, par exemple. Eh bien, voilà, on se replie, on se détourne. Et puis, ça peut aussi déboucher sur de la protestation et sur, voire même, une demande de leadership autoritaire, hein. On voit ça en Europe. Un certain nombre de régimes populistes se développent et peuvent compter sur une partie de la jeunesse qui est mécontente. Et puis enfin, pour ne pas être que pessimiste, parce que je ne suis pas pessimiste, j'ai quand même confiance dans les ressorts de la jeunesse, n'oublions pas qu'on est aussi en face d'une jeunesse qui, justement, devant s'adapter à tout ce parcours d'obstacles, à toutes ces crises auxquelles elle est régulièrement confrontée, et d'ailleurs dans tous les segments de la jeunesse, à certains niveaux bien sûr différents, mais quand même, eh bien, font que c'est quand même une jeunesse qui affirme des capacités de se débrouiller, de trouver d'autres façons de vivre, d'autres circuits d'entraide, qui a des ressorts d'engagement importants, hein. Il n'est pas vrai que les jeunes se désengagent et se replient sur eux-mêmes. Au contraire, toutes les enquêtes récentes montrent qu'ils font preuve d'engagement, de bénévolat, dans tous les espaces, à la fois les espaces de proximité immédiats, mais ça peut être aussi à des échelles plus lointaines, plus larges, plus globales. Voilà, donc je pense que là, il y a une forte nécessité que la jeunesse soit reconnue dans ce pays pour ce qu'elle peut donner. Et en fait, bien sûr qu'il faut des aides, bien sûr que la crise a aggravé encore des situations de pauvreté, de difficulté, mais il me semble, en tout cas dans les enquêtes que je peux mener moi-même, que les jeunes sont surtout en demande
de reconnaissance, qu'on les aide pour leurs projets, qu'on les aide à développer les projets qui sont les leurs. Ils sont très inventifs, très créatifs, et qu'ils se sentent soutenus et reconnus. Et je crois que ça, c'est quand même quelque chose qui doit être pris en compte par les pouvoirs publics et les politiques qui souvent sont assez peu imaginatifs en la matière. Merci beaucoup. Pierre Ducrozet, justement, ça c'est une très bonne transition parce que vous êtes assez imaginatif. Vous nous avez fait beaucoup rêver ces derniers mois ou même ces 2 dernières années, je ne sais plus, avec vos chroniques dans Libération sur votre 2 dernières années, voilà, sur votre voyage. Vous avez fait le tour du monde quasiment, hein, et vous nous envoyez chaque fois des différents points du monde des chroniques qui étaient merveilleuses et vous en avez fait un livre paru, un roman paru chez Actes Sud. Rappelez-moi le titre de votre roman chez Actes Sud. Le Grand Vertige. Voilà, Le Grand Vertige. Et donc, vous êtes l'archétype de ces jeunes qui se cherchent, qui essayent de trouver des chemins différents pour arriver à réaliser leurs rêves. Je pense que vous avez en partie réalisé ou peut-être en totalité réalisé votre rêve à travers ces voyages. Qu'est-ce que vous pensez de l'idée d'un revenu de base qui permettrait à chaque jeune, d'avoir le minimum pour pouvoir justement trouver le meilleur choix possible, trouver ce qui peut le guider dans sa vie? Je la trouve formidable. Je trouve que ce serait une sorte de nouveau pacte démocratique, social décisif, en fait, une sorte de nouvelle avancée. On en a besoin. Et effectivement, ils en ont besoin en particulier. Voilà, on l'a vu, cette espèce de précarité incroyable qui nous a complètement sauté aux yeux. Ils sont hyper imaginatifs, ce que disait Anne Muxel. Il y a une foule d'idées pour s'attaquer à l'énorme défi, disons que j'appelle climatique, mais qui est plus large, qui est immense. Mais il faut du temps, il faut que ça se développe, tout ça, il faut l'encourager. Et donc, dans cette précarité économique et sociale, ce revenu de base serait vraiment formidable pour pouvoir avoir le temps, l'énergie et tout le reste pour développer, s'attaquer à cette montagne, en fait, qui est les défis qui les attendent. Donc ça me semble formidable. Ce serait une sorte de... Et puis, il y a l'idée que je trouve décisive de dire, voilà, exister, justifier en tant que tel... un revenu, une sorte qui n'est pas une aide, qui est bien au-delà. C'est pour ça que c'est une grande révolution. C'est voilà, vivre justifie cela. Et puis il y a si vous avez pu bénéficier de ce revenu de base, ça aurait changé votre façon de vous lancer dans la vie, Eh bien, en fait, j'aurais fait exactement la même chose, mais tout est de toute façon plus aisé. En fait, c'est ça, je trouve que si j'ai bien compris, c'est l'idée, c'est-à-dire vous allez là où vous voulez aller, mais avec plus de facilité. Donc les études. Après, c'est ce que aussi on disait disait Martin Hirsch, on oublie que un jeune, qu'est-ce que ça veut rien dire en fait. Il y en a qui grandissent avec chez eux, chez les parents, avec des parents qui ont les moyens de leur financer les études. Et puis à l'autre extrême, voilà, on a 100 parents sans aucune ressource. Donc ça permet d'étudier, ensuite d'attaquer la vie professionnelle sur un bon pied. Donc pour moi, ça m'aurait de toute façon, oui, faciliter les choses. On fait la même chose, mais plus vite et mieux. Et je crois qu'au niveau, ce que vous disiez aussi au niveau politique, c'est essentiel. Tout ce marasme-là social, qu'est-ce qu'il va donner au niveau politique? C'est très périlleux. Donc voilà, ça pourrait à plein d'égards aider ces jeunes-là et le reste de la population. C'est le revenu de base. C'est dirigé en 25 ans qui n'ont pas accès à d'autres revenus, mais à tout le monde. Et donc c'est formidable. D'accord. Et bien, écoutez, je crois que nous avons... Il y a cette autre chose qui me passionne. Oui, allez-y. C'est sur le travail, c'est qu'en fait, on a complètement oublié cette chose de dire, oui, on dit le travail épanouit, certes, mais le travail est aussi asservissement et aussi du temps
perdu à gagner sa vie au lieu de l'inventer. Donc ça, c'était un débat qui à 30-40 ans était très important et qu'on a un peu perdu de vue. Et donc c'est voilà, réinvestir ça, quoi. Qu'est-ce que c'est que vraiment travailler, contribuer à une société? Est-ce que tous les travaux sont égaux? Non. Et il y en a qui n'épanouissent pas, il y en a qui asservissent. Mais revenus de base et travail ne sont pas incompatibles. Revenus de base et travail ne sont pas du tout incompatibles. Le premier permet juste de trouver le travail qui vous correspond le mieux, voire même de se rendre utile à la société, même de façon bénévole, de faire du bénévolat. Exactement, c'est pour ça que les risques que j'entends d'assistanat ou de choses de non-incitation au travail, je ne comprends pas du tout. Ça n'a strictement rien à voir. Ça ne va pas changer l'élan du marché du travail. Ça va simplement permettre à ceux qui sont en difficulté de pouvoir s'épanouir plus facilement. Très bien, merci beaucoup. Si je vous ai donc tous les trois bien compris, Martin Hirsch nous a donné l'exemple de ce pays qui a le mieux réussi à réduire le chômage des jeunes, qui est le Danemark, en mettant en place un revenu conditionnel, ce qui vous paraît une idée intéressante. Et vous voulez surtout remettre ce revenu de base dans le contexte emploi-formation, ne pas faire en sorte que les employeurs aussi y mettent du leur. Anne Muxel, vous considérez, c'est ce qui est très intéressant, que dans notre société, la jeunesse souffre d'un manque de reconnaissance. C'est ça l'élément clé. C'est une énorme faille et que du coup, dans cette faille peuvent éventuellement s'engouffrer des forces politiques pas toujours bien intentionnées. Quant à vous, Pierre Ducrozet, vous qui faites partie de cette jeunesse qui essaye d'inventer et de sublimer sa vie, de faire en sorte de réaliser ses rêves, vous constatez que ces jeunes sont imaginatifs, et vous en avez côtoyé beaucoup, des jeunes à travers le monde, et qui sont prêts à se lancer des défis, et que le revenu de base peut leur permettre de réaliser leurs rêves peut-être plus vite et dans de meilleures conditions. Voilà, merci à tous les trois, merci à Solutions Solidaires avec qui nous avons organisé ces différents débats que vous retrouverez bien sûr sur le site de Libération, et j'espère que ça vous donnera envie de poursuivre ces différents échanges avec nous, et surtout lisez Libé bien sûr.